Alors aujourd'hui on va voir, ou plutôt entendre, comment prendre des photographies infrarouges. Alors ça ne sera pas du goût de tout le monde, mais pour les plus ouverts à l'expérimentation, vous devriez tomber sous le charme. Et du coup dans ce podcast on va voir qu'est-ce que la lumière infrarouge, quel est le matériel nécessaire pour les photos infrarouges, quand prendre ce type de photo, comment choisir son sujet et composer, et plein d'autres petites choses. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à l'article beaucoup plus complet sur le même sujet, et vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie, donc je vous invite à vous y rendre si ça vous intéresse. Alors déjà, qu'est-ce que la photographie et la lumière infrarouge ? Alors en photographie, habituellement on capture la lumière de tous les jours qu'on voit, la même lumière qu'on peut voir en tant qu'être humain. Et donc c'est cette lumière qu'on va capturer pour créer nos photos. Mais en photographie en infrarouge, on ne va capturer qu'une partie de cette lumière, la lumière infrarouge. Et oui, parce qu'en fait, l'être humain ne voit qu'une partie de la lumière. Il ne voit en fait que le spectre de la lumière visible. Ce sont les ondes électromagnétiques, donc qui composent la lumière, qui se situent entre environ 380 nanomètres et 780 nanomètres. Et donc cette lumière visible, elle s'étend du violet au rouge profond. Quant à elle, la lumière infrarouge, elle se situe un petit peu au-dessus de 780 nanomètres. Et donc c'est sur cette partie de la lumière qu'on va se concentrer ici dans la photographie infrarouge. Je vous conseille d'aller voir le schéma qui est disponible sur l'article où on voit du coup le spectre lumineux qui s'étend du violet au rouge et où on voit du coup où sont les infrarouges. Vous comprendrez un petit peu mieux. Autre point du coup, photographier la lumière infrarouge. Alors si l'être humain n'est pas capable de voir la lumière infrarouge, bon nombre de capteurs de boîtiers réflexes ou hybrides le peuvent. Mais pour éviter que le mélange entre la lumière visible et la lumière infrarouge ne dégrade la qualité de la photo finale, les fabricants de boîtiers vont recouvrir le capteur du coup qu'il y a dans le boîtier d'un filtre pour bloquer la lumière infrarouge. Mais ces filtres ne sont pas infaillibles, ils ne sont pas toujours efficaces à 100%, et du coup en fonction des cas, les boîtiers peuvent plus ou moins toujours capturer de la lumière infrarouge. Et du coup pour savoir si votre boîtier est capable de capter la lumière infrarouge, il va falloir que vous fassiez une petite expérience. Et c'est là qu'on en vient au point suivant, le test de la télécommande. Alors pour vérifier si votre boîtier est apte à la photographie infrarouge, on va utiliser la télécommande de votre télévision qui utilise l'infrarouge pour communiquer. Alors attention, bien que relativement inoffensif, n'exposez jamais vos yeux à des faisceaux de lumière infrarouge pendant des périodes prolongées, que ce soit directement ou à travers le viseur optique. Donc je vous explique comment vous allez faire pour l'expérience. Pour commencer, de préférence, installez-vous dans une pièce sombre. Ensuite, pour obtenir de meilleurs résultats, vous devrez peut-être augmenter vos ISO ou utiliser un temps de pause plus long si vous prenez des photos. Ensuite, si vous avez un mode Live View, activez-le. Si vous n'avez pas de mode Live View ou pas d'écran LCD, dans ce cas vous allez prendre des photos sur trépied. Enfin, si vous voyez de la lumière qui sort de la télécommande lorsque vous appuyez sur un bouton, c'est que votre boîtier capte les infrarouges et est donc apte à ce type de photo. Et plus la lumière de la télécommande est blanche et brillante, plus votre boîtier sera sensible aux infrarouges. Alors si le test est positif, vous pourrez éviter la conversion totale de votre boîtier et il vous suffira donc de rajouter un filtre infrarouge pour prendre vos photos en infrarouge. Mais ne criez pas trop vite victoire, parce qu'en effet, pour compenser le manque de lumière qui est dû à la densité des filtres infrarouges, vous serez obligé de prendre des photos uniquement en longue pause. Donc d'augmenter votre temps de pause à plus de 30 secondes très souvent. Donc on en vient au point suivant, comment éviter les longues pauses avec la conversion totale de son boîtier. Alors le plus simple pour convertir son boîtier, c'est de l'envoyer à un laboratoire spécialisé, mais renseignez-vous bien sur ce que le laboratoire effectue comme opération exactement, ou en tout cas ce qu'il est possible de faire. Parce qu'il existe deux types de conversion. Donc on a la conversion partielle où le boîtier capte l'infrarouge et la lumière visible. Avec ce type de conversion, vous devrez quand même fixer un filtre infrarouge sur votre objectif pour prendre vos photos du coup en infrarouge. Il existe une autre conversion, la conversion totale. Dans ce cas-là, le boîtier ne laissera passer que l'infrarouge. L'avantage c'est qu'avec le filtre infrarouge disposé directement sur votre capteur plutôt que sur l'objectif, vous pourrez continuer à utiliser votre viseur comme d'habitude et utiliser des temps de pause suffisamment courts pour continuer à prendre des photos normalement à main levée. Cependant, il y a quelques inconvénients à la conversion totale. Premier inconvénient, la conversion est difficilement réversible, voire généralement impossible. Deuxième inconvénient, vous devrez toujours post-traiter malgré cette conversion. Et troisième inconvénient, mais qui n'arrive pas toujours, c'est qu'il est possible que votre mise au point soit décalée. Donc en gros, vous allez faire la mise au point et ça ne fonctionnera plus, ça sera flou. Vous vérifiez bien que le laboratoire auquel vous avez confié votre boîtier sait compenser ce problème. Maintenant, point suivant, on va voir les 3 défis majeurs de la photographie infrarouge. Le premier défi, c'est l'exposition. En effet, l'indicateur du posemètre de votre appareil photo est inutilisable en photographie infrarouge. Vous devrez donc exposer à tâtons avec votre écran LCD et faire des essais. Deuxième défi, la mise au point. Si vous utilisez un filtre, donc vous n'avez pas fait de conversion totale, il faudra alors utiliser la mise au point manuelle, ou faire la mise au point avant de mettre le filtre. En tout cas avec le filtre, c'est impossible de faire la mise au point automatique. En revanche, avec un appareil photo totalement converti, normalement l'appareil photo devrait toujours pouvoir faire la mise au point, en tout cas si elle a bien été ajustée. C'est le point dont je vous parlais juste avant, donc il faut bien vérifier que la mise au point est ajustée. Le troisième défi, c'est le point chaud.
Donc en infrarouge, il n'est pas rare de voir un point chaud apparaître sur vos photos. Il a généralement une forme circulaire et il est placé au milieu de la photo. En fait, dans cette zone, la photo sera plus lumineuse que le reste de la photo et elle aura aussi une température de teinte ou de couleur différente. Maintenant, on passe à l'équipement nécessaire pour commencer la photographie en infrarouge. Donc déjà, il vous faut un boîtier, donc soit un boîtier numérique capable d'enregistrer de la lumière rouge, donc faites le test de la télécommande pour savoir si c'est votre cas ou pas, ou avoir un boîtier du coup totalement converti. Ensuite, il vous faudra un filtre infrarouge. En tout cas, dans le cas où le boîtier n'est pas totalement converti, ça sera obligatoire. On a notamment le filtre Hoya R72 qui est un des choix les plus populaires. Vous avez aussi bien sûr plein d'autres possibilités que je vous lise dans mon article. Et enfin, un trépied, en tout cas avec un filtre. Parce qu'en effet, avec un filtre, la prise de vue à main levée sera impossible comme on l'a vu, parce qu'en effet, on va utiliser des temps de pause assez longs, plus de 30 secondes. Ainsi, vous aurez besoin d'une stabilité à toute épreuve, et qui dit stabilité dit trépied. Et pour une stabilité maximale, vous pouvez aussi investir dans un déclencheur à distance. Pour finir sur l'équipement, je vais faire une petite remarque sur l'objectif. Alors en fait, il y a certains objectifs qui réagissent mieux à l'utilisation d'un filtre infrarouge que d'autres. Il y en a qui vont créer plus ou moins de points chauds dans votre photo. Pour savoir un petit peu ce qu'il en est pour votre objectif, ou si vous demandez quel objectif est le meilleur pour la photo infrarouge, je vous laisse dans mon article une base de données d'objectifs. En fait, dans cette base de données, il y a plein d'objectifs qui sont listés avec leurs résultats en infrarouge. Maintenant, on passe au réglage pour la photographie infrarouge. Alors déjà, au niveau du viseur, pensez à le couvrir lors de la prise de vue pour éviter les fuites infrarouges à travers lui et diminuer ainsi les points chauds. Au niveau du format de prise de vue de préférence, on prendra bien sûr en RAW pour le développement. Pour la balance des blancs, en JPEG, si vous ne post-traitez pas, faites une balance des blancs personnalisée. Vous allez pointer votre appareil photo équipé du filtre vers le sol, encadrant uniquement l'herbe ou uniquement le ciel bleu. Vous pouvez aussi utiliser une feuille de papier blanc pour des résultats plus naturels. Pour l'ouverture, il existe deux théories en photographie infrarouge. Certains photographes conseillent de photographier avec une grande ouverture pour réduire le temps de pause et les ISO et les points chauds. D'autres disent qu'il est préférable de prendre photo avec une ouverture plus petite comme f8 ou f11 pour avoir un maximum de netteté acceptable. Parce qu'en fait, on fait souvent de la photo de paysage en infrarouge, donc en effet, c'est un peu logique de chercher une grande netteté acceptable. Mais bref, c'est à vous de voir. Pour l'ISO, comme d'habitude, essayez de ne pas dépasser 800-1600 ISO sur APS-C et 1600-3200 ISO sur 24x36, où vous risquez d'avoir pas mal de bruit numérique sur vos photos. Pour le temps de pause, avec un filtre infrarouge, vous serez en pause longue, comme on l'a vu plusieurs fois, sans doute à 30 secondes ou plus. Le mode bulle peut être une bonne option si vous souhaitez faire des temps de pause de plus de 30 secondes. Comme on l'a déjà vu, un boîtier totalement converti vous donnera la possibilité, lui, d'utiliser des temps de pause beaucoup plus courts. Maintenant, pour la mise au point, si vous utilisez un filtre, il sera trop difficile de voir la scène dans le viseur. Vous devrez donc composer et définir votre mise au point avant d'équiper le filtre sur votre objectif. Les boîtiers totalement convertis pour l'infrarouge devraient avoir leur mise au point qui est ajustée et qui est donc toujours utilisable en mode automatique. Ensuite, le mode Live View. Donc comme on l'a vu avec un filtre, le viseur optique est quasiment inutile et inutilisable. Si vous avez un boîtier hybride, vous aurez la possibilité de voir ce qu'il y a devant vous très probablement, même si ça sera très sombre, mais avec un viseur optique, vous verrez quasiment que dalle. Et donc en mode Live View, vous avez toujours la possibilité de voir un petit peu ce qu'il y a devant vous, même si ça sera très probablement très sombre. Dans ce mode-là, vous pourrez affiner votre mise au point et votre composition avant de déclencher. Et bien sûr, vous pourrez aussi utiliser votre écran LCD pour voir les photos que vous venez de prendre et ajuster vos réglages. Donc si votre boîtier le peut, effectuez un bracketing de plus ou moins un stop. De cette manière, vous aurez une photo sous-exposée d'un stop, une photo exposée selon vos paramètres et une photo surexposée d'un stop. En effet, en photo infrarouge, comme l'exposition est assez aléatoire, avoir deux expositions supplémentaires peut être utile. Enfin, pour le mode de prise de vue, donc comme on l'a vu, le pose-mètre ne fonctionne pas en infrarouge, vous serez donc très probablement en mode manuel ou éventuellement en priorité à l'ouverture et vous ajusterez avec la compensation d'exposition. Maintenant, autre point, le meilleur temps pour les photos en infrarouge. Alors en infrarouge, oubliez l'heure bleue, l'heure dorée et les ciels nuageux. Oubliez tout ça complètement. L'heure d'or pour l'infrarouge, c'est la mi-journée. Il faut que le soleil brille pour que la lumière infrarouge soit abondante. Et d'ailleurs, un temps ensoleillé vous permettra par la même occasion de raccourcir votre temps de pause, ce qui est utile du coup si vous avez un filtre qui est équipé devant votre objectif. Pour finir, on va voir comment composer et choisir ses sujets en photographie infrarouge. Donc les sujets les plus courants pour la photographie infrarouge sont les paysages. Ils vont nous permettre de jouer avec différents éléments pour avoir un rendu contrasté. Je vous parle de contraste parce qu'en photographie infrarouge, c'est un petit peu comme en photographie en noir et blanc, vous allez vous retrouver avec un nombre limité de tons. Alors pour obtenir de meilleurs résultats, vous devrez jouer sur le contraste entre les objets absorbant ou réfléchissant la lumière infrarouge. Alors retenez que de manière générale, tout ce qui est vivant reflète davantage de lumière infrarouge que tout ce qui est objet inanimé. Par exemple, les arbres à grandes feuilles, les nuages, l'herbe ainsi que la peau reflètent les plus grandes quantités de lumière infrarouge et seront donc les éléments les plus clairs de votre photo. Alors que par exemple les pierres, le béton, les montagnes, les rochers, l'eau, l'écorce et le ciel absorbent la lumière infrarouge seront donc les éléments les plus sombres de votre photo. En incluant de la verdure qui donnera une lueur blanche cendrée avec quelque chose comme des pierres qui apparaîtront sombres, vous obtiendrez une photo contrastée intéressante.
Alors même si j'en parle beaucoup, vous n'êtes pas limité qu'aux paysages. Vous pouvez essayer de photographier des personnes ou encore des insectes en macro. Explorez des endroits comme les cimetières, mais restez respectueux, les parcs et les vieux bâtiments abandonnés. Ils vous offriront des photos contrastées entre les pierres, les allées, le vieux bois, les feuilles et l'herbe. Parcourez votre ville et voyez comment les différents matériaux des bâtiments absorbent ou reflètent la lumière infrarouge. Voilà, on est à la fin de ce podcast sur la prise de vue de photos infrarouges, j'espère que ça vous a plu. Alors je vous signale quand même que là ici je parle pas de post-traitement, mais ça va être très important de passer par la case post-traitement. Donc j'ai pas abordé ici parce que déjà par podcast c'est pas évident, puis ensuite ça aurait fait un podcast beaucoup trop long. Mais voilà, n'oubliez pas qu'il vous faudra toujours faire du post-traitement. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à l'article beaucoup plus complet sur le même sujet, et vous pouvez aussi vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photographie, donc n'hésitez pas à y aller à vous inscrire si le sujet vous intéresse. En attendant, moi je vous laisse ici à vos photos infrarouges et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.